Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Joe Palassin, conseiller régional PS Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Également Delphine Granier, analyste au think tank Génération Libre. Et Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS. François Fillon veut sortir l'État des entreprises commerciales pour développer les investissements publics. Le candidat de la droite à la présidentielle souhaite désétatiser le système de santé français. Un programme de casse sociale pour Marine Le Pen, un ultra-libéral, dit-on à gauche. Le programme économique de François Fillon est-il crédible? Quelques réactions et on en débat ensuite. Ce quinquennat qui s'achève a été pathétique. Il va falloir y mettre un terme et repartir de l'avant comme nous ne l'avons jamais fait depuis 30 ans. Je mesure la gravité de la situation et les attentes de nos compatriotes. Je vais aller maintenant à leur rencontre tout au long des prochains mois. Je vais relever avec eux un défi original en France, le défi de la vérité et celui d'un changement complet de logiciel. Un projet ultralibéral sur le plan économique et social, ultra-conservateur sur le plan sociétal et ultra-radical sur le plan identitaire, débouchera sur une France ultra-fragmentée qui sera l'antichambre de la victoire frontiste. Je suis absolument persuadé que cette purge, cette saignée ultralibérale que veut nous imposer François Fillon, qui est le pire programme qu'on a vu depuis le 19e siècle, honnêtement du point de vue économique et social, puisqu'il revient même sur des acquis de l'après-guerre, eh bien les Français n'en voudront pas. Élie Cohen, crédible, François Fillon, son programme, donc avec les 500 000 fonctionnaires. Cette idée, ce serait intéressant d'avoir votre avis, sortir l'État des entreprises commerciales pour faire de l'investissement public, un système de santé privatisé, on ne sait pas encore très bien comment il va faire, est-ce que c'est crédible? Parlons juste des privatisations pour commencer. D'abord, il n'y a plus aucun tabou à gauche, à droite sur les privatisations. Il fut un temps où la gauche pensait qu'il fallait préserver le secteur public et nationalisé. Alors on voulait préserver le secteur lié à la défense, puis après les entreprises de services publics, puis après... C'était il y a bien longtemps. C'était il y a bien longtemps. La gauche, maintenant, est totalement décomplexée. Elle a accepté la logique de privatisation. Donc il irait plus loin dans les privatisations? Non, c'est pas ça. La vraie question, c'est que veut faire exactement François Fillon? Alors vous savez, le portefeuille public, c'est à peu près 90 milliards d'euros. La première ligne de ce portefeuille, c'est EDF. Est-ce que M. Fillon envisage un seul instant de privatiser EDF? Quand bien même il le voudrait. La dernière opération en capital faite par l'État s'est faite à 56 € l'action. Aujourd'hui, EDF cote moins de 10 €. Est-ce qu'il va choisir ce moment pour privatiser EDF? Bon, c'est pas sérieux. Case suivante, Engie, l'ex-Gaz de France fusionné avec Suez. Même problème, les valeurs énergétiques se sont littéralement effondrées. Donc il ne le fera pas. Donc il ne le fera pas. Alors continuons. Après, vous avez Renault et Peugeot. Là, on peut dire, typiquement, ce sont des entreprises commerciales, elles vendent des voitures. Pourquoi diable l'État contrôlerait-il, même partiellement, des entreprises? Seulement, voilà le problème. Le problème, c'est que l'État est rentré dans Peugeot pour faire contrepoids aux investisseurs chinois de Dongfeng, parce qu'il estimait qu'il ne fallait pas abandonner le sort d'une entreprise nationale entre les mains des Chinois. Et vous savez que la participation de l'État dans Renault, c'est pour faire contrepoids à Nissan, les investisseurs japonais. Donc là non plus, il ne le fera pas. Là non plus, on ne pourra pas. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vendre des aéroports, des aérodromes, des choses comme ça? Mais on le fait déjà. Et ça rapporte très peu. Vous avez vu que le bilan des privatisations récentes, c'est à peu près 2 milliards. Donc ce n'est pas avec ça qu'on va bouleverser l'investissement en France. Donc à mon avis, François Fillon, qui est quelqu'un de très intelligent, ne croit pas un seul instant qu'il y a une ressource fabuleuse du côté des privatisations. Je pense qu'il a voulu simplement déplacer l'axe du débat qui, la veille, encore porté sur le programme de santé et sur l'attaque frontale qu'il subissait sur le fait qu'il était prêt à remettre en cause la sécurité sociale pour faire de la place aux assureurs privés. Et il a vu le danger et la menace que le débat se déplace sur ce terrain. Et donc, il a changé rapidement de terrain et il a sorti ce sujet des privatisations. Mais qui n'est pas crédible selon vous, Élie. Alors, Delphine Granier, on le dit ultra-libéral. Il est ultra-libéral pour une libérale comme vous? Alors, il est ultra-libéral, ultra-conservateur, ultra-Thatcher. Je pense que sur le Thatcher, plan... c'est Reagan, comme on dit. Sur le plan économique, il est libéral. C'est clair, il a un programme qui est ambitieux, qui est assez radical, mais à mon sens plutôt dans le bon sens du terme. En revanche, le seul point sur lequel je rejoins M. Cambadélis, c'est qu'il est en effet ultra-conservateur. Donc, à notre sens, au sens des idées qu'on porte chez Génération Libre, il est libéral qu'à 50% en fait. Parce que sur le plan économique, c'est assumé, c'est bien. En revanche, sur le plan des mœurs et des questions de société,
c'est un programme qui est très très conservateur. Et à l'heure où on devrait plus parler de libre disposition de son corps, de propositions alternatives aux prisons, de revenus universels, il reste sur des propositions qui sont très conservatrices. Maintenant, c'est pas un vrai libéral. Non, mais alors maintenant, il n'est pas encore président. Il va devoir aussi aller chercher des électeurs d'autres bords politiques. Donc on peut aussi imaginer qu'il va un petit peu adoucir son programme sur certains points. Donc on va espérer que ce soit sur les questions économiques, sur les questions de société, pardon. Maintenant, sur les questions économiques, je pense qu'il fait le pari que les Français sont prêts au changement. Que les Français ont compris qu'il allait falloir avoir des mesures prêts à la radicales. saigner, comme dire. Et ce n'est pas un idéologue. C'est-à-dire que contrairement à, par exemple, une Margaret Thatcher, il est venu à ce programme de façon quand même assez pragmatique. Il ne se disait pas libéral il y a quelques années. Il est venu à ces idées de façon assez pragmatique. Donc je pense que c'est un cheminement qui est plutôt tactique aussi, mais en tout cas qui va dans le bon sens. Jo Palassin, à gauche, on dit que c'est un ultralibéral, ou vous pensez que c'est un ultralibéral ? Non, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à des étiquettes. Je pense que la première leçon de la primaire de la droite, c'est que le peuple de droite a choisi un grand candidat de droite. Je ne suis pas aussi surpris que vous. Un candidat de droite, il est très souvent libéral économiquement. Pas toujours, la droite en France n'était pas libérale économiquement. C'est la première fois. Ça a toujours été étatiste. En tout cas, n'exagérons rien. En tout cas, pas libéral. C'est la première fois qu'on a un programme libéral comme ça. À ce point-là, donc, libérale sur le point de vue économique et conservatrice en ce qui regarde la société, ce qui, vu de la gauche, va très souvent ensemble. Le deuxième point, c'est que moi, je pense à l'inverse que c'est assez idéologique, puisque comme vous l'indiquez, il annonce des réformes qui, je pense, mécaniquement, dans la réalité de la mécanique de la mise en œuvre de ces réformes, ne seront sans doute pas possibles. Les 500 000 fonctionnaires... Ne seront pas possibles parce qu'il va y avoir une opposition dans la rue, ou ne seront pas possibles en termes comptables ? D'ingénierie de réforme, de mise en œuvre dans le temps, ce n'est pas sérieux. De la même façon, les privatisations, outre que l'intérêt, ce ne serait pas très pragmatique de procéder à ces privatisations parce que les valorisations ne sont pas très élevées, parce que ça ne rapportera pas grand-chose, l'effet sera limité. Donc je pense que c'est plutôt idéologique, plutôt vraiment de droite. Ça fait très très plaisir à l'électorat de droite. Élie Cohen, c'est idéologique, vous qui êtes quand même tellement critique de ce côté équilibre de François Hollande, tout d'un coup vous avez quelqu'un de radical. Oui, mais justement, je suis très frappé, je ne trouve pas son programme libéral, moi, alors pour le coup. Non seulement sur le chapitre sociétal, ça je vous l'accorde, mais même d'un point de vue économique. Moi, ce que j'ai appris, un libéral, c'est quelqu'un qui cherche à mettre en tension l'économie, donc à stimuler la concurrence, à combattre les rentes, à combattre les Emmanuel Macron, là, que vous décrivez, à combattre les positions des monopoles, à stimuler les nouveaux entrants, à parier sur la nouvelle économie. Et alors, se débarrasser de 500 000 fonctionnaires, ça n'est pas libéral ? Non, ça c'est juste le programme traditionnel qui consiste à dire, au fond, il y a trop d'États. Quelles sont toutes les réformes dont on a rêvé au cours des 30 dernières années et qu'on n'a pas été capable de faire, c'est-à-dire désétatiser, privatiser, déréglementer, libéraliser, etc. Et puis, hop, on va faire ça tout d'un coup. Mais sur les enjeux de l'heure, est-ce que vous avez entendu un discours sur la mise en tension de l'économie, sur l'entrée dans l'économie numérique, dans l'économie de la connaissance, sur les investissements dans la connaissance? Alors, il va vous dire que ça concerne 5% non, mais attendez, de l'économie. Ce problème dramatique de la formation, vous avez vu l'effondrement de notre système éducatif, l'effondrement de notre système de formation. Tout ce que les études de l'OCDE montrent, étude après étude, c'est la sous-qualification de nos personnels. Tout ça, vous avez entendu des choses là-dessus? C'est ça les vrais enjeux de la modernité. Et c'est ça le vrai discours libéral. C'est ça le vrai libéralisme, Delphine Garnier. Non, mais je suis assez d'accord. On se demande quelle France veut-il en fait, François Fillon. C'est vrai que c'est il veut une France libérale en imaginant qu'on est toujours dans les années 80 en fait. Voilà. Parce que il ne veut pas une France en faillite. Ça, il ne veut pas une France en faillite. En revanche, de quelle France compare souvent au Royaume-Uni, à l'Allemagne, et finalement, il a un programme qui veut faire à peu près les mêmes choses que ce qui a été fait dans ces pays-là, mais il y a maintenant à peu près 30 ans. Et je suis assez d'accord que sur les enjeux d'aujourd'hui, la mutation numérique, le monde du travail, on va vers un monde peut-être moins salarial, etc. Il y a très peu de choses sur ces questions-là. Et c'est en effet plus un Emmanuel Macron qui va mettre l'accent sur la lutte contre les rentes, des réformes au service de l'autonomie des individus. Alors, il faudra voir son positionnement, parce qu'il essaye d'être radical. En plus, il y a un dernier élément, c'est que toutes les organisations internationales sont en train de promouvoir ce qu'on appelle la nouvelle économie budgétaire, c'est-à-dire... Une espèce de relance. Une espèce de relance par l'investissement, par les infrastructures, par le financement des transitions énergétiques, etc. Y compris en France, c'est le discours de l'OCDE, du FMI, de la Banque européenne. Donc il est à contre-courant. Il est totalement à contre-courant. C'est très étrange. Hein. Bon, en tout cas, il prévoit un déficit
très très important dans les premières années de son quinquennat, et il PIB. prévoit d'arriver à 3% de déficit en 2020. Donc ça va être extrêmement intéressant d'entendre les mêmes personnes à droite qui réclamaient du gouvernement de gauche qu'il soit dans les clous, et quand il dépassait de 0,2, eh bien il les vouait aux gémonies, de voir François Fillon atteindre des sommets de déficit. Oui, il l'a dit dans son programme, il l'a dit, je voudrais... Oui, mais il s'est autopiégé. Ça n'est pas très sérieux. Il s'est autopiégé parce qu'il estime que les dépenses engagées par ce gouvernement vont produire mécaniquement un déficit de 4,9 l'année prochaine. Or, personne n'a cette hypothèse d'un déficit de 4,9 l'année prochaine. On ne peut pas vraiment véritablement l'évaluer. Delphine, vous voulez dire quelque chose? Non, mais après, Donald Trump. C'est un libéralisme qui est peut-être un peu daté, mais il y a quand même des mesures où on peut se réjouir qu'elles sont dans les programmes. La fin des 35 heures, ramener un taux... On n'a pas parlé du marché du travail. C'est aussi la fin des 39, c'est même la fin des 40, si j'ai bien lu le programme. C'est la fin de la durée légale du travail. Un taux d'impôt sur les sociétés à peu près dans la moyenne européenne, c'est quand même pas mal aussi. Avoir recours aux accords d'entreprise. Donc sur les aides aux entreprises, il y a quand même des bonnes choses. Quand même. Et il y a aussi une mesure, l'universalité des aides familiales. Alors derrière ce très joli mot, il y a donner des millions et des millions d'euros aux 20%, 30% ménages les plus riches. Il reviendra bien sûr sur le quotient familial. Il faut abandonner le quotient et on n'a plus le temps. Je voudrais quand même revenir une minute sur Donald Trump parce que je trouve que c'est intéressant. Il a nommé son secrétaire au Trésor. C'est un ancien de Goldman Sachs qui s'est fait une fortune. Il s'appelle Steve Mnuchin. Et puis le banquier d'affaires Wilbur Ross qui lui prend le portefeuille du commerce. Eli Cohen, finalement, c'est vrai que lui aussi, discours politique, un peu comme François Hollande au Bourget. Il déteste les financiers. Et finalement, le premier qui met au poste de ministre des Finances, c'est un ancien de Goldman Sachs, donc là il reste dans la tradition américaine. C'est vrai qu'il crée un club de milliardaires en guise de gouvernement et donc vous craignez ça? Enfin, je veux dire, vous êtes inquiet? Non, ce que je crains beaucoup plus, c'est la remise en cause de la loi Dodd-Frank. Vous savez, l'immense effort de régulation bancaire et financière qui est utile non seulement aux États-Unis, mais à la planète tout entière. Et qui était à minimum, semble-t-il, en plus. Qui était déjà très limité. Remettre en cause Dodd-Frank, déréglementer la finance, ça, je le crains énormément, et pour les États-Unis et pour le reste du monde. Et ça pourrait se faire avec un tel secrétaire au Trésor, Delphine? Oui, moi, juste ce qui m'a le plus surprise dans les réactions, c'est surtout qu'il y a eu un vote populiste qui a élu un président pas comme les autres, on va dire comme ça. Mais il y a quand même une forme de populisme un peu intellectuel à tout de suite remettre en question cette nomination parce que c'est un banquier de Goldman Sachs. On peut remettre en question la finance, trouver qu'il y a des dérives, certes. Mais je trouve que faire le jugement de cet homme simplement sur l'étiquette Goldman Sachs, c'est... Non, mais parce qu'il avait dit qu'il détestait les banquiers de Goldman Sachs pour la campagne. Mais alors, si c'était Joe Palassin, en 5 secondes... il fait quand même le contraire de ce qu'il a dit pendant la campagne. Mais enfin bon, c'est pas le seul. Non, mais ce qui est inquiétant aux États-Unis, c'est un peu comme ce qui est inquiétant en France sur l'ENA, c'est qu'il y a un recrutement des dirigeants et de l'entourage des dirigeants qui est assez monocolore. Vous avez une Goldman Sachs, c'est leur ENA. C'est sûr. Manifestement. Et l'autre point, évidemment, c'est la régulation bancaire. C'est le grand sujet. Le grand sujet, la régulation. Que ce soit pas remis en cause. Bancaire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militantes des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, à voir sur France 24 et sur France24.com.